aujourd'hui, dans l'invité, nous allons rencontrer un auteur qui souffre de bipolarité et qui en parle dans son ouvrage « Les aventures d'un maniaco-dépressif ». François Leroy, bonjour. Bonjour. Merci de venir vous livrer sur ce plateau, comme vous l'avez fait dans ce livre. Je le répète, vous êtes auteur des aventures d'un maniaco-dépressif. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cette pathologie? Oui, j'avais déjà écrit 2 ouvrages. Un de science-fiction et un qui est un recueil de nouvelles. Et disons qu'avec cette expérience et le plaisir d'écrire aussi. Et là, c'est très personnel, vous parlez de vous. C'est très personnel, oui, c'est mon vécu. Et bon, avec tous les aléas qu'il y a pour vivre cette bipolarité, pouvoir rebondir après soit un épisode très dépressif qui est en général très lourd à porter. Il ne faut pas se cacher qu'il y a dans cette pathologie une fréquence des suicides qui est plusieurs fois celle de la population générale. Est-ce que vous pouvez nous dire, je crois qu'il y a entre 1 et 4 millions de personnes, alors c'est assez dur à diagnostiquer, mais quelles sont les conséquences sur le quotidien? Et je crois qu'il y a plusieurs formes de bipolarité. Alors dans sa forme la plus sévère, il peut y avoir des accès délirants. Et également dans la phase inverse, c'est-à-dire la phase dépressive, il peut aussi y avoir des aspects délirants. Mais c'est surtout dans ce que l'on appelle la phase maniaque, qui est la plus aiguë, et dans la phase hypomaniaque, c'est-à-dire de moindre amplitude, il n'y a pas de délire. On va revenir sur le début de ce livre. Et vous le dites, les troubles bipolaires hérités de votre grand-père. Il y a également votre mère, votre frère, votre sœur, votre neveu. Il y a le caractère héréditaire dans cette pathologie. Exactement. Même si rien n'est définitivement acté, ça reste quand même... Oui, on sait déjà que le gène 14 joue pour une part importante. Mais il ne peut pas y avoir de thérapie génique parce que il n'y a pas que le gène 14, il y a aussi une dizaine d'autres gènes qui interviennent dans l'expression de cette maladie. Car il faut savoir que ce gène est présent chez un grand nombre d'individus, mais il ne s'exprime qu'à la faveur d'un traumatisme. En général, c'est un traumatisme affectif qui déclenche la maladie. Fait que le gène s'exprime. Ça a été le cas dans votre parcours. Si je vous dis matricule 62, ça a été cette période de l'internat qui, selon vous, a été l'élément déclencheur? Exactement. J'étais le numéro 62 dans l'établissement, dans l'internat où je me trouvais, dès l'âge de 9 ans d'ailleurs. Et bon, cette vie très fermée, où j'étais éloigné de ma famille, a généré une angoisse très forte. Si bien qu'à l'âge de 20 ans, la maladie s'est exprimée. Comment vous l'analysez avec le recul? C'était l'absence des parents, on voit très peu de courriers, très peu de visites. Il n'y avait pas de femmes non plus, c'est quand même un milieu assez fermé. Un milieu très fermé, oui. Il n'y avait aucun professeur femme. Et bon, disons que c'était toujours en présence du clergé, en quelque sorte, ce qui, pour un jeune, est une sorte de rigidité qui peut faire développer une certaine angoisse. Et vous le dites lors d'une soirée dansante, premier contact avec une fille, et cela vous réconcilie avec la vie. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là, avec ce contact-là? Disons que j'ai découvert la féminitude, et ça m'a en quelque sorte... C'était une sorte de révélation pour moi, parce qu'à part ma famille, je n'avais pas l'occasion de côtoyer les femmes. Et ça a été pour moi une sorte de découverte de cette féminitude, avec tout ce qu'il y a de chaud au cœur. Et bon, il se trouve que
On reviendra après, vous avez été marié de nombreuses années, il a fallu vivre avec la maladie. À quel moment, si je puis dire, vous êtes-vous senti malade? Différent, en tout cas. Disons qu'avant de partir aux États-Unis, dans le cadre d'une bourse Fulbright, je suis tombé souffrant pendant que j'étais à Subdeco. Et j'ai fait ce qu'on appelle un épisode maniaque, donc assez violent. J'ai dû être hospitalisé, donc j'ai fait une phase assez aiguë avec une forme de délire. Il m'a fallu 2 mois pour me remettre. Faut dire qu'à d'électrochoc, hein, pour qu'on se rende compte de la violence aussi de cette hospitalisation. Oui, à cette époque, l'électrochoc n'était pas faite sous sédatif. Donc c'est une épreuve extrêmement lourde. Hein. Et j'ai eu l'occasion par la suite, notamment à l'hôpital de Saint-Germain, de faire ce qu'on appelle des électronarcoses. On en a fait 11 avant que je me réveille, en quelque sorte, sortir de cet épisode de délire, hein, en quelque sorte. Et puis disons qu'après cette 11e électronarcose, je suis revenu à la vie, en quelque sorte. C'est effrayant pour l'entourage, quand on parle de ces troubles, de cette pathologie. Vous avez l'impression que ça fait peur? Oui, il y a une sorte d'ostracisme aussi, qui fait qu'on n'en parle pas. Hein. Disons que la bipolarité devient mieux connue à l'heure actuelle, mais ça fait peur à la famille. Disons que les contacts sont plus difficiles. Hein. Un grand problème de la bipolarité, c'est qu'on a peu d'amis. Ça leur fait peur, en quelque sorte. Et, par exemple, j'ai un ami allemand avec lequel j'ai travaillé lorsque j'étais en entreprise, et ça lui a fait un peu peur aussi. D'ailleurs, ce livre fait un peu peur à certains. Vous parlez d'aventure. Pourquoi avoir choisi ce terme? Ce sont des aventures, selon vous? Parce que lorsqu'on prend un peu de recul, disons que les épisodes maniaques permettent de développer par exemple la créativité. On est plus actif aussi. Et d'ailleurs, mon épouse détectait cela facilement lorsque j'allais avoir un épisode maniaque. C'est en général, pas dans tous les cas, mais c'est précédé d'un petit épisode agressif. Donc elle sentait que ça allait venir en quelque sorte. Vous avez fait un travail d'analyse. À quel moment a-t-il commencé et qu'est-ce que ça vous a apporté? 8 ans de travail d'analyse jusqu'à ce que le psychiatre vous dise « je pense que vous n'en avez plus besoin ». Oui, alors en sortant de l'armée, j'avais fait une terminale en philo, donc je m'étais intéressé beaucoup à la psychologie, et notamment la psychanalyse. Donc, étant donné que dans mon travail, j'éprouvais quelques difficultés, j'étais très timide par exemple, j'ai voulu faire un travail d'analyse, et j'ai fait une analyse freudienne pendant 8 ans. Et à l'issue des 8 ans, le psychanalyste m'a dit « bon, vous pouvez voler de vos propres ailes et bon, il faudra bien sûr sans doute suivre une psychothérapie, mais disons que vous pouvez avoir une vie professionnelle normale. » Vous avez été enseignant également. Qu'est-ce que ça vous a apporté ce contact avec les jeunes? Parce que vous nous dites que vous êtes timide et à la fois on se dit que quand on est enseignant, il faut y aller. Oui, alors il se trouve que déjà depuis longtemps, je souhaitais je souhaitais avoir une activité tournée vers les jeunes. Et donc, étant donné que j'avais une très bonne connaissance du marketing, j'ai enseigné pendant plus de 10 ans ici, au lycée Poquelin. Et j'y trouvais beaucoup de plaisir parce que peut-être que j'ai une composante un petit peu exhibitionniste, je dirais. Et j'aimais beaucoup introduire de l'humour dans mes cours.
Et mes élèves le savaient d'ailleurs. Bon, donc le plaisir a été partagé. Et je les faisais travailler en équipe. Donc je pense qu'ils trouvaient un certain plaisir à travailler avec un prof qui visiblement n'avait pas exactement le profil. Disons que j'avais un background en entreprise, donc disons que l'éducation nationale à l'époque n'était pas très au courant de ce qui se passe dans les entreprises. Donc disons que j'ai un peu étonné par exemple le proviseur. Au début, le proviseur avait du mal à comprendre mon attitude devant les élèves. Par exemple, je les faisais sortir, aller en entreprise, interviewer des chefs d'entreprise. Et disons que la direction du lycée était un peu nerveuse à cet égard. Vous avez fait de cette différence une force, selon vous, parce qu'il a fallu vivre avec depuis plus de 50 ans. Vous en avez fait une force aujourd'hui, c'est ce que vous diriez? Même oui. Si ce n'a pas été toujours facile, on le lit dans cet ouvrage. Oui, oui, on développe une sorte de force, puisqu'il faut maîtriser en quelque sorte une pathologie qui est quand même une pathologie très lourde. Hein. Donc... C'était une thérapie, ce livre, pour vous? Oui, 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 je pense qu'effectivement, il y a un aspect thérapeutique. Oui, ça permet ça fait partie de l'autoréalisation finalement. Donc, d'une part, j'ai pris beaucoup de plaisir puisque c'est autobiographique. Bon, on a toujours un certain plaisir à se raconter, c'est normal. Et je pense que cela pourrait aider certains patients à surmonter un petit peu l'épreuve que cela représente. Et à l'accepter aussi. Et à l'accepter, oui. Oui, oui. À qui se destine cet ouvrage? Vous l'avez dit, pour les malades éventuellement, mais est-ce que c'est aussi pour le grand public, pour que ce soit moins effrayant, pour mieux comprendre? Oui, pour l'entourage aussi, parce que les familles ressentent d'une façon difficile ces troubles bipolaires. Et bien entendu, le grand public ne connaît pas très bien encore cette pathologie. On connaît mieux le cancer, par exemple. Le cancer, on le soigne. Disons qu'on guérit plus d'un cancer sur 2. Alors que la bipolarité, il faut la vivre au quotidien toute sa vie. Donc, d'une part, ça nécessite un investissement personnel pour maîtriser les accès maniaques, hein, c'est-à-dire les périodes où on se sent très fort, trop fort, on préjuge de ses forces, on s'investit trop, aussi bien intellectuellement que manuellement. Donc on préjuge beaucoup de ses forces et à notre insu, en quelque sorte, on s'investit dans des entreprises, par exemple, ça peut être l'écriture d'un livre, ça peut être... c'est le cas pour vous. Hein. Je rappelle juste que vous êtes sur l'écriture de 2 futurs livres, le premier sur la civilisation américaine, un deuxième sur Mars, qui sera une suite d'un ouvrage que vous avez déjà écrit. Vous êtes actif sur l'écriture, on comprend que ça vous apporte beaucoup aussi. Oui, je donnais mes droits d'auteur à Plan International jusqu'à présent, et il se trouve que, bon, pour ce livre en particulier, j'ai contacté plusieurs ONG, et j'attends encore des réponses. Mais enfin, disons que pour l'instant, bon, il est sorti sans le support, et je n'ai pas encore décidé quelle sera l'ONG à qui je donnerai mes droits d'auteur. Mais en tout cas, vous les donnerez, ce qui est un acte généreux, tout comme celui de partager les aventures d'un maniaco-dépressif. Eddie Livre, ne manquez pas ce livre pour mieux comprendre les troubles de la bipolarité. Merci beaucoup François Leroy d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie, merci beaucoup. Et on retrouve tout de suite Cédric Chasseur.